Avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. La pause est de retour. Avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. Eugène, tu sais, il y a une question qui me vient à l'esprit que j'aimerais te poser. Est-ce que je suis obligée de savoir cuisiner avant de me marier? Mais est-ce que la question se pose? La question se pose. Mais bien sûr que oui. Non, attends. Est-ce que je suis dans l'obligation de savoir cuisiner? Mais bien sûr que oui, parce que qu'est-ce qu'on va manger au foyer? Est-ce que c'est seulement dans un foyer? Est-ce que c'est seulement la nourriture, manger, savoir cuisiner qui fait un foyer? Donc on vivra d'amour et d'eau fraîche. Là, il y a d'autres choses. Hein. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Comment éduquer les enfants? Est-ce que... Oui, mais est-ce qu'on éduque les enfants le ventre vide? Mais bon, aujourd'hui, on a les fast-food, il y a tout. On ne va pas s'attarder sur le fait de savoir cuisiner. On va fast-fooder tous les jours à la maison. Bah, ça dépend. Même toi, tu peux savoir également cuisiner. En fait, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas duré d'un foyer, tu sais. Mais non, je ne suis pas obligée de savoir cuisiner. Toi, si tu peux cuisiner pour le couple, là. Bah non. Donc, oui, je peux savoir cuisiner, mais ce n'est pas ma prérogative première. Et moi aussi, ce n'est pas une obligation pour moi de savoir cuisiner avant de rentrer dans un foyer. Eh bien, cher invité, c'est donc ce formidable débat qui va animer cette émission. Est-ce que la femme aujourd'hui est obligée de savoir cuisiner avant d'aller au foyer? Certains sont pour, certains sont contre, vous l'aurez remarqué. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? On va en parler tout à l'heure. Vous avez le numéro de la pause sur lequel vous pouvez donc déjà commencer par réagir. Effectivement, c'est le débat qui sera la deuxième partie de cette émission, comme vous le savez. À la première partie, nous avons la pause du cœur. Aujourd'hui, nous avons une histoire particulière à raconter à nos téléspectateurs. Une histoire formidable et fabuleuse. Il y a un plat, un mets de chez nous qu'on a l'habitude d'apprécier, qui est le hablo. Un plat traditionnel, on peut le dire comme ça, qui est très prisé lors des cérémonies de réjouissance, lors des fêtes. Et ce plat-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on sait réellement de ce plat? Son histoire, est-ce qu'on peut en vivre quand on commercialise donc le hablo? Est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce que ça nourrit son homme, sa personne? Tant de questions auxquelles donc notre invité du jour va s'évertuer donc à répondre. Effectivement, et aujourd'hui, elle a décidé de faire du hablo naturellement. Elle a décidé de ne pas y mettre du sucre, de continuer à préparer son hablo comme ça se fait depuis très longtemps. On va lui poser la question pourquoi elle a choisi donc de faire son hablo, parce qu'elle s'appelle autant pour moi hablo temps naturel. Donc l'histoire sera racontée dans quelques instants dans cette émission. Restez juste avec nous et bien sûr nous allons célébrer les natifs de ce mois. Oui, nous sommes donc en avril et nous devons célébrer ces personnes-là et ce sera avec Monsieur Roch Katako. Vous êtes impatient de connaître vos caractéristiques et surtout votre animal porte-bonheur et tout cela se fera dans une très belle ambiance que vous connaissez, mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons une fois encore la bienvenue dans la pause du cœur de ce mardi et on s'installe. La pause est de retour. Avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause.
Alors, mardi 1er avril 2025, tout doucement, l'année 2025 aussi commence par filer, je ne comprends même pas. Très, très, très grande vitesse. Et on entame donc le deuxième trimestre. Et hier, je me disais, waouh, donc on a fait un trimestre sur l'année 2025. Il y a combien de jours on est rentré en 2025 et je me dis, mais ça passe très vite. Très, 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 très vite. Et 1er avril, cette coutume-là du poisson d'avril. Alors, quel est déjà le meilleur poisson d'avril qu'on vous a fait de la journée, en tout cas de votre vie? Racontez-nous aussi sur le numéro. Voilà, le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Racontez-nous comment, si vous avez aussi des anecdotes, des histoires, des poissons d'avril qu'on vous a fait. Et pour aujourd'hui, est-ce que vous en avez déjà? Moi, personnellement, pas. Et je n'en veux pas. Ce qui fait mal, ce sont tes proches qui t'arnaquent avec le poisson d'avril. Oui. Disons non. Et puis, quelquefois, c'est tellement... c'est tellement petit, des petits montants, tu dis, bon, j'ai besoin de crédit 200, crédit 500, et tout de suite, ça passe. Ne faites pas ça chez vous, attention. Je me rappelle bien sûr, quand on était au collège et au lycée, c'est là-bas qu'on le faisait. Si tu oublies juste un peu que vous êtes le 1er avril, tu es mort. En tout cas, ça me rappelle de très beaux souvenirs et on profite également pour souhaiter un bon mois à tous nos téléspectateurs. Nous sommes en avril et on vous souhaite encore une fois beaucoup de santé. Et nous allons maintenant célébrer les natifs de cette magnifique journée. En musique, on reçoit M. Roch Katako. Il fait son entrée, il nous dit aujourd'hui je ne suis pas sociable. Ngadio, on avait quoi? Tu n'as pas mangé? Aujourd'hui, on parle de la cuisine, on parle de la nourriture. Et vous ne m'avez pas dit ça de base. Donc, je suis un peu rancunier. Je reste derrière moi, restez là-bas, je reste ici. On va célébrer les prénoms et je m'en vais. Ok, il n'y a pas de problème. Si c'est à cause de la nourriture... Il faut t'en aller. Que tu ne veux pas être sociable, nous sommes désolés pour toi. Alors, finissons l'émission et on verra. Alors, comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour Ruth, bonjour Eugène, bonjour à nos téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans un nouveau mois. J'espère que tout ce que vous avez écrit, que vous ferez cette année, vous êtes en train de le faire. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, c'est le 1er avril. Nous célébrons les Hugues, les Hugo et les Huguettes. Les Hugues, les Hugo et les Huguettes. Les Hugues, les Hugo et les Huguettes sont à l'honneur aujourd'hui. On va bien donc installer cette rubrique avec le jingle de M. Roch Katako. Les Hugues, Hugo, Huguettes, nous vous célébrons. Vos caractéristiques, ils sont fiers et désireux de diriger les autres. Ils expriment une énergie extraordinaire et une ambition significative. Ils sont fiers, courageux et légèrement hautains. Voilà. Ils aspirent à la reconnaissance et s'efforcent de prendre la position la plus élevée dans la vie. Une telle personne est largement douée de capacités et il est sociable de nature. Elles sont attachées à leur maison. Elles maintiennent leur relation familiale avec affection, parfois même fières de leurs proches. Elles atteignent généralement une position importante dans la vie. C'est bien. Oui. Alors, le fer est votre métal de chance. Diamant est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 10, le 13, le 23 et 45. Vos couleurs porte-bonheur sont paille, vert et turquoise. Votre jour de chance est le dimanche. Votre fleur porte-bonheur est le chardon bleu. Votre plante porte-bonheur est l'encolie. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le chameau. Le chameau. Le chameau. Ok. Voilà. N'espérez pas que je dise c'est mignon. Hein. Alors, ça va les permettre de voyager. Mais ce sont de très belles bêtes quand même, les chameaux. Et je peux peut-être comprendre quand tu dis que leur trait de caractère, c'est fier et quelquefois jugé un peu hautain. Et moi, je dis souvent,
faut pas souvent confondre l'orgueil et la fierté. Et la fierté, oui. Voilà. Oui, Il y a des gens qui sont tellement sûrs d'eux. oui. Voilà. Ils ont tellement d'assurance Ouais. que ça peut être quelquefois pris Comme comme de l'orgueil. voilà, de l'orgueil Justement. et tout ça. Et quand on voit donc leur animal porte-bonheur, on peut aisément le comprendre quand même Oui. parce que On peut le comprendre. les chameaux sont, ils évoluent en bande, mais ils peuvent se montrer aussi très solitaires parce qu'ils peuvent vivre longtemps sans eau, sans nourriture, Ouais. dans le Ouais. désert. Et quand même, il faut de la gnaque pour ça. Donc, Hugo et Huguette. Huguette, voilà. chapeau à vous. Chapeau à vous. Alors, on souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, Cynthia. Et Il y voilà. a toujours quelqu'un. Oui, j'ai toujours quelqu'un. J'ai toujours quelqu'un. Alors, et vous, vous avez des vœux pour Non. quelqu'un Non, je n'ai qui personne célèbre qui Personne, célèbre, ouais. qui souffle une bougie de plus aujourd'hui, Oui. non. Mais bon, on souhaite On un avait joyeux personne. anniversaire Ok. à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Et voilà. Voilà. Alors, on n'a pas la vidéo des photos d'anniversaire, mais on donne rendez-vous demain pour Ouais. ceux qui fêtent leurs anniversaires de nous envoyer justement leurs photos la veille pour qu'on puisse diffuser à l'écran. Voilà. Alors, merci. Merci, Ruth. Merci, Eugène. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain. pour On d'autres se donne créneaux. rendez-vous demain pour célébrer d'autres natifs de ce mois d'avril Oui, qui de vient ce de mois, commencer aujourd'hui. Alors, avant de partir, on va te poser également la question de savoir, est-ce que, Il sourit, c'est bien. pour toi, il est obligatoire pour une femme de savoir cuisiner avant de se marier? Alors, pour moi, directement, ce n'est pas obligatoire. C'est tout. Ah, Merci c'est beaucoup. bon? Tu veux plus d'arguments? Non, tu n'as plus besoin d'ajouter quoi que ce soit. Ok. Pour moi, c'est bon. Merci beaucoup, Rock. On se retrouve demain. C'est bon pour toi aussi? Oh. On va voir tout à l'heure. C'est bon. Alors, en vrai, pour moi, ce n'est pas obligatoire. Donc, si- Mais même n'ajoute si pas elle, un ma. N'ajoute pas un ma. C'est bon, Rock. Merci beaucoup. Ok. À demain. Comme tu veux. Alors, j'ai À demain, Rock. Et on va donc accueillir, juste après donc, cet élément, notre invitée du jour, Madame Menson, qui pratique aujourd'hui la production et la commercialisation du hablo. Et elle le fait traditionnellement, naturellement, selon la recette ancestrale reçue, sans additifs chimiques comme beaucoup le font, sans sucre ajouté, comme c'est la norme aujourd'hui. Une dame formidable qui a une histoire passionnante. Je vous invite donc à rester encore une fois très, très, très attentif. On la découvre. Moelleux, léger, apprécié de tous, Ablo fait partie intégrante de notre patrimoine culturel. Mais derrière cette douceur bien connue, une question se pose. Consommons-nous encore le véritable Ablo naturel? Aujourd'hui, les méthodes modernes ont peu à peu transformé sa préparation. Ajout de sucre, utilisation de sachets plastiques, autant de pratiques qui, loin de respecter la recette ancestrale, soulèvent des interrogations sur notre santé et notre environnement. Face à cela, notre invité du jour a fait un choix, celui de revenir à la base, de préserver l'authenticité de ce mets en privilégiant une recette naturelle et saine. Un engagement fort, non seulement pour la santé des consommateurs, mais aussi pour la transmission de savoir-faire ancestral. L'ablo naturel n'est pas juste un aliment, c'est une histoire, une culture, un héritage à protéger. Madame Messan Kokwe, plus connue sous le nom d'Ablo naturel, nous dévoile dans la pause du cœur ses secrets et nous parle de son engagement pour la santé alimentaire. Voilà le voile qui est une fois encore levé sur notre invité de la pause du cœur de ce mardi, Madame Kokwe Manson, qui donc veut continuer la production et la commercialisation de ces ablos-là que nous aimons tant de manière ancestrale. Elle va nous parler aujourd'hui du pourquoi, voilà, elle a décidé de rester fidèle donc aux recettes traditionnelles. Nous allons la recevoir ici dans cette émission en musique et nous allons parcourir donc ce magnifique parcours et cette histoire qu'elle va nous raconter aujourd'hui en musique. On reçoit notre invité. Bonjour maman, comment vous allez?
Merci d'être avec nous ce matin dans cette émission. Alors, nous allons parler de votre parcours en tant que vendeuse d'ablos naturels. Et nous sommes particulièrement touchés par l'histoire et le fait de vouloir défendre, une fois encore, voilà, la santé alimentaire en produisant vos ablos de manière naturelle. Et nous allons vous poser des questions qui vont nous permettre de comprendre un peu votre engagement pour le choix du naturel dans le hablot. Je vais laisser donc Eugène commencer l'entretien avec vous. Bienvenue encore une fois, madame. Et félicitations pour ce que vous faites et ce que vous avez accompli, en tout cas, durant toutes ces années-là. Dites-nous, nous sommes quand même curieux de savoir comment est-ce que vous avez commencé cette activité de la production et de la vente du hablot. Comment tout a commencé? Merci à vous d'avoir accepté. Non, madame Messa, pourquoi je viens de la préfecture des Lacs. Et mon histoire un peu du côté d'Ablo, c'est quelque chose qu'on faisait dans la famille. Alors, je vais vous aider avec un autre micro par ici. Voilà. Merci. Donc vous disiez que vous veniez de la préfecture des Lacs, exactement, et que le hablot était une histoire de famille. Oui, une histoire de famille. Waouh. Et moi, dans le temps, je n'aimais pas faire hablot. Et ma personnalité, je dis, je vais vendre les choses esthétiques, des mèches, etc. C'est ce que je faisais. Et je me suis lancée dans ça, mais je ne trouve rien. Ok. Vous voyez un peu, non? J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup vendu les choses, mais bizarrement, Mais je remercie aussi ma mère et ma soeur qui me conseillent toujours, parce que la maman, toujours, elle fait hablot actuellement. Waouh. Oui. Donc, c'est la soeur et la mère me disent, la façon dont tu prépares là, il faut faire hablot. J'ai dit non. Mais grâce à leur prière, et chaque jour, ils me dérangent de faire. Parce que dans hablot, là, il y a beaucoup de choses dans hablot. Tu vas commencer petit pour avoir grand chose. Mais les gens ne savent pas que c'est comme ça. Okay. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est là, j'ai commencé petit à petit. Je vais au marché, j'ai payé le riz, un bol. J'ai commencé par un bol. Moi-même, je mets ça sur la tête pour aller vendre. Waouh. Promener. Parce que la chose me faisait... J'avais honte de préparer hablot. Vous voyez un peu, non? J'avais honte. Mais, on dit, si le moment vient dans ta vie, ce n'est pas personne qui va te dire de faire ça. De faire ça. Toi-même, tu sauras que c'est le moment. C'est comme ça. Je me suis rentrée dans hablot et aujourd'hui, je rends grâce. Super. Aujourd'hui, je ne perds plus un bol, mais j'achète le riz, sac, le maïs, sac pour faire hablot. Et à tout le monde. Wow. Et ça fait combien d'années que vous faites cette activité, madame? Déjà 3 ans. 3 ans. D'accord. Ok, vous le disiez, il y a une histoire familiale derrière. Votre mère qui continue toujours par faire cette activité-là. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce sont ces influences-là qui vous ont fait garder la recette ancestrale naturelle? Vous dites que non, moi je ne veux pas ajouter d'autres choses comme les gens le font. Parce qu'on le fait, il y a certains par exemple qui le font dans des sachets et ce n'est pas très bien pour la santé lorsque ça cuit avec les résidus de plastique dans la nourriture, ce n'est pas très bien. Vous, votre hablot n'est pas comme ça. Est-ce que cette source-là vient de la famille? Est-ce que cette envie de garder la recette naturelle a été inculquée par maman? Ça, je veux dire non. Parce que... Le micro? Ça, je vais dire un peu non là-bas. Parce qu'avant, dans le temps, quand ma maman faisait hablot, elle autre, c'est dans le sachet qu'elle faisait ça. Mais quand moi j'ai commencé ça dans les feuilles de maïs. Ok. Parce que pour acheter les feuilles que je faisais naturellement maintenant là, c'est un peu cher. Et comme il n'y a pas l'argent, les choses de maïs là, c'est dans ça que je faisais ça. Et je vois que si j'ai fait un peu là, je promène un peu et puis c'est fini.
Je promène et puis c'est fini. Les gens disent, ah, c'est Ablo là qu'on achetait avant. Oui. Oh, qui t'a donné l'idée là? Moi-même, je me suis dit non. Ça m'a venu comme ça. Et j'ai commencé. Ok. D'accord. Alors, vous venez donc de dire que l'idée vous est venue comme ça et vous avez commencé par faire vos ablos de cette manière. Alors, dites-nous pourquoi il est important pour vous aujourd'hui de garder la recette traditionnelle. Parce que pour vous, vous ne mettez pas forcément du sucre, vous avez voulu ne plus faire ça dans du sachet comme le fait les autres. Pourquoi pour vous c'est important de le faire comme on le faisait avant? Merci beaucoup pour votre question. Je veux dire, aujourd'hui, la plupart de nos parents, de nos mamans, souffrent des maladies vraiment terribles. Oui. Et je vois que si je prends Ablo là sur la tête pour aller vendre là, et je vois que ce n'est pas les jeunes qui achètent Ablo. En fait. Ce sont les mamans, les grands-mamans, les grands-papas qui me disent « Ah, ton Ablo là, c'est bon. Hein. Parce qu'avant là, c'est comme ça, eux, ils mangeaient ça, il n'y a pas trop de sucre. Et Ablo, on mange ça avec le piment, la sauce, les poissons. Mais ici à Lomé, les gens le font, ils mettent du sucre avant de manger ça avec la sauce. Ça, c'est des choses comme ça nous tue à petits coups. C'est clair. Que nous-mêmes, on ne le sache pas. Donc, c'est à commencer par se promener avec Ablo là. C'est ça qui m'a poursuivi de ne pas mettre du sucre. Je veux faire pour moi naturellement pour que les gens mangent, pour la santé, garder la quoi. santé des personnes en bonne santé. Alors aussi, quels sont les défis Quels sont les défis? Vous avez commencé par vendre vos ablos naturellement, il n'y a pas beaucoup de sucre dedans. Est-ce que, premièrement, ça n'a pas été difficile? Les gens ne se sont pas dit, bon, il y a toi non à l'eau. Comment est-ce que ça a été? Est-ce que il y a eu des difficultés au début? On va dire, tout début de toute chose est difficile. Si les jeunes achètent là, eux, ils disent ça. Que maman, il n'y a pas de sucre. Ablo, qui est plein dans le fournoir, sucre le non mais vivine. Mais pour toi, c'est bon, mais il n'y a pas de sucre. J'ai dit, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas savoir ça. C'est quand le moment viendra, tu vas savoir qu'on ne mange pas le sucre avec le piment. Vous voyez? Mais les hommes âgés m'encouragent de faire ça comme ça. Donc, c'est pour ça. C'est ça. Donc, vous arrivez quand même facilement à les convaincre. Oui. Et justement, en parlant de défis aussi, l'un des défis, quelquefois, qu'on ne voit pas souvent pour les revendeurs ou les revendeuses de nourriture, c'est qu'il y a le défi quand même du feu. Et on sait que le Ablo est une activité quand même qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et vous êtes constamment à côté du feu. Comment vous faites aujourd'hui, en tout cas pour vous-même personnellement et les équipes qui travaillent avec vous pour pouvoir, en tout cas, préserver votre santé face au feu? Premièrement, je vais dire, moi-même, je n'aime pas trop accrocher au feu. Même chose et chez les gens qui m'aident aussi à faire Ablo, eux aussi, c'est pareil. Donc, on a fait un appartement, on ne reste pas trop sous le soleil. Et si Ablo est sur le feu, nous, on peut rester à l'écart. Et si on ouvre Ablo aussi, la vapeur qui sort comme ça, on le laisse avant de venir commencer par prendre Ablo. C'est comme ça. D'accord. Donc, il n'y a pas, la chaleur, le feu qui vous dérange souvent. Alors, parlons également de défis dans le domaine donc, de la commercialisation. Est-ce que vous arrivez vraiment à avoir, comment dire, un réseau qui vient? On sait que quand vous voulez commercialiser, il y a les personnes âgées et tout. Mais quand les gens veulent venir vous commander, parce qu'on sait qu'il y a les fêtes, les dots par ici, par là, quand ils viennent commander, est-ce qu'ils ne vous imposent pas de mettre du sucre, voilà, ils ne vous imposent pas pour que ça ait un peu plus de goût par rapport à comment vous faites? Comment vous réagissez à ça? C'est seulement s'ils disent ça, moi je n'ai rien à dire, je les laisse parler et après je leur dis que moi je n'aime pas mettre du sucre dedans.
Mais si toi-même tu veux là, moi je peux mettre dedans. Mais ça ne te fera pas du bien. Parce que je sais que sans sucre maintenant, tu peux manger avec piment, avec la sauce. Mais si tu prépares la pâte maintenant, tu mets du sucre. Est-ce que tu peux manger ça? Et maman, au sein ou l'eau. Donc c'est ça qui a fait que maintenant ils se sont habitués à ça. En tout cas, tous ceux qui viennent commander, ils se sont habitués, surtout les hommes âgés. Parce que mes clients sont des hommes caviar âgés qui aiment vraiment, je ne sais pas comment vous... Qui prennent soin de leur santé. Oui, de leur santé, quoi. D'accord. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que vous êtes dans la vente et la commercialisation du Hablo. Vous avez combien de personnes qui vous aident à travailler? Commencement, je suis avec mes enfants seulement. On a commencé. Maintenant, ça fait 2 ans comme ça. J'ai les employés qui travaillent avec moi. Ils sont 5. 5 personnes que vous employez pour la production et la commercialisation du Hablo naturel. Aujourd'hui, on remarque quand même qu'il y a très peu de jeunes filles qui se donnent à cette activité-là de commercialisation du Hablo. On voit plus des dames d'un certain âge, un peu, voilà. Est-ce que vous pensez que, par exemple, tous les défis dont vous avez parlé, notamment peut-être la honte, le défi donc de... Parce qu'on sait que le Hablo demande beaucoup de travail. Vous avez dit aujourd'hui que vous avez 5 personnes qui travaillent avec vous, plus vos enfants. Ce sont des gens que vous payez, vous rémunérez. Est-ce que vous pensez que ces défis-là découragent peut-être certaines jeunes filles à commencer l'activité? Est-ce que cette difficulté-là empêche certaines jeunes filles de pouvoir se lancer dans la vente du Hablo? Il y a les jeunes filles qui viennent. Et maman, est-ce que je peux faire ça? Je dis, tu vas faire. Tu le feras. Parce que moi aussi, j'avais la honte là en moi. Mais petit à petit, je me suis arrivée. Mais maintenant, il y a des filles qui m'écrivent, mais Anibos, qui veulent venir apprendre ça. Parce que s'il y a les fêtes, on m'invite, je vais là-bas. Maman, c'est toi qui as préparé Hablo. Ça ne se sent pas... Comme tu as vu, on ne va pas savoir que c'est Hablo-toi et Oni. Déjà, je dis, c'est comme ça. Je ne peux pas être Hablo-toi et mettre chaque temps les choses noires sur moi. Du tout. Si on prépare, on sait qu'on prépare. Mais si on finit là, la vie continue. C'est clair. C'est clair. Et il y a quand même, je ne sais pas si Ruth, tu as remarqué, mais on remarque beaucoup que ce n'est que le soir ou l'après-midi qu'on commence par trouver du Hablo en ville. Le matin ou à midi, c'est compliqué de trouver... on a envie, mais on n'en trouve pas. Il faut attendre le soir. Le soir, l'après-midi. Pourquoi c'est souvent le soir ou l'après-midi que le Hablo se vend? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas manger les choses lourdes la nuit. Il y a beaucoup de gens dans le monde maintenant qui n'aiment pas manger les choses la nuit. C'est le soir... Ils aiment manger léger. Les choses qui sont légères. Comme Hablo, là, c'est léger, là. C'est pour cela, les soirs, les gens vendent ça. Est-ce que vous vendez le Hablo le matin, par exemple? Est-ce que vous avez des productions et c'est prêt? Et dans la journée, c'est-à-dire à partir de 8h, 9h, on peut en acheter chez vous? Oui, moi, chez moi, déjà à 7h, ça commence. C'est prêt? Ah, il faut qu'on connaisse, il faut que nos téléspectateurs connaissent rapidement l'adresse. Parce que je connais beaucoup de personnes quand même qui recherchent ça le matin. Oui, mais non, on n'en trouve pas. Il faut attendre le soir avant d'en commander et de manger. Alors, Madame Coco, permettez-moi de vous poser une autre question. Aujourd'hui, quel est donc ce qui vous rend fier d'avoir embrassé ce chemin-là? Parce que vous l'avez dit en début, il y avait la famille qui vous encourageait, mais vous aviez honte, vous voulez vous lancer dans tout ce qui est esthétique, vente de mèches et ces autres produits. Mais aujourd'hui, vous avez commencé, vous avez continué et ça marche bien. Qu'est-ce qui vous rend fier dans ce parcours? À peu près ce qui me rend fier là-bas, tout ce que tu fais, tu gagnes de l'argent là. Tu vas enlever la honte en toi. Si on me dit que moi, je vais prendre Hablo là, sur ma tête, promener là. Même il y a un frère en Amérique, aux États-Unis, quand il a su que j'ai commencé par préparer, il dit non, que lui-même va venir voir d'abord. Ou voici la solution vraiment, et prépare Hablo. Donc,
Ce qui me fait fier dedans, je gagne beaucoup dedans. Ouais, vous gagnez. ça. Et donc, vous êtes fiers d'avoir embrassé ce chemin. Oui, très fier. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Alors, comment est-ce que vous arrivez à concilier le fait que vous voulez garder la manière ancestrale et aujourd'hui, il y a la manière moderne de préparer le hablo. Comment est-ce que vous arrivez à concilier les deux pour que les gens puissent s'intéresser et venir commander vos produits? Tout ce que je peux dire là-bas, c'est que actuellement, il y a trop de maladies. Actuellement, nous-mêmes, on se tue à petits coups, sans le savoir. C'est vrai. Trop de maladies qu'on ne peut même pas dire ça ici. C'est vrai. Mais pour avoir une bonne santé, pour avoir une vie meilleure, parce que tout ce qu'on doit avaler là, on doit bien contrôler ça. Ouais. C'est clair. Donc, tout ce que je peux dire au monde, c'est que de manger les choses bio, naturelles, de ne pas chercher les choses artificielles, chimiques, non. De manger les choses naturelles pour avoir la santé. Parce que nos grands-parents, là, ils ont vécu des sangs, etc. Mais aujourd'hui, là, c'est pas ça. Il y a les petites filles de 30 ans qui sont diabétiques. Des petites filles de quoi qui sont malades. Et tout ça a dû à l'alimentation. Mais tout ça, là, ça a dû à l'alimentation. Vous voyez un peu. Et les cubes que nous mangeons actuellement, avant, nos parents, là, c'est les petits poissons fumés, là, qui prennent pour préparer. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas de cube, 300 dedans, là, on ne peut pas manger. 300, c'est quand même beaucoup. Mais tout ça, là, ça ne nous fait pas du bien. Vous le disiez tout à l'heure, quand quelque chose que tu fais commence par te donner de l'argent, tu ne peux qu'en être fier. Et ça m'amène à vous poser cette question. Est-ce que la vente d'hablo est rentable? Est-ce que ça nourrit? Est-ce que ça nourrit la personne qui fait cette activité? Est-ce qu'on peut être à l'aise financièrement grâce à la vente du hablo? Par jour, par exemple, si vous avez fait un bon chiffre d'affaires, combien vous pouvez gagner par jour en vendant du hablo? Après, je vais dire que hablo, c'est la joie de Dieu. Si tu prépares hablo, tu es plus à l'aise qu'un banquier. On va tous silencer. Je vous assure. Bon, on dépose les micros quand là? Juste après l'émission. Merci beaucoup. D'accord. Donc, vous nous certifiez en réalité que le commerce, la production et la vente du hablo peut permettre véritablement à quelqu'un de nourrir sa famille, de vivre décemment. Encore faut-il vraiment se donner à l'activité, bien le faire, être constant. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de dames, pour une raison ou une autre. Aujourd'hui, il y a hablo, demain, il n'y a pas hablo. Il y a hablo 2 jours, les 3 prochains jours, on ne la voit pas. Est-ce que c'est parce que l'activité elle est quand même assez difficile? Le maïs, il faut le traiter comme ça, le riz, il faut le faire comme ça. Est-ce que vous pensez que ces raisons-là peuvent emmener quelqu'un à abandonner l'activité ou à ne pas être stable? Non. Non. Expliquez-moi un peu, sans forcément rentrer dans les détails et le secret du commerce, de votre activité en tout cas, comment se passe une journée de production de hablo? On commence par quoi, après on fait quoi, et ça finit comment? Et hablo, on ne peut pas commander hablo maintenant pour prendre ça. Par exemple, on dit il est midi, pour prendre ça à 13h. Hablo, si tu veux commander hablo, il faut vite commander. Il faut vite commander. Peut-être, si tu veux ça le soir, 14h, tu peux appeler le matin pour dire que je veux hablo, 14h, on peut me livrer ça. Là, on peut commencer par faire ces activités. Des fois, on fait ça le soir et c'est le matin, le lendemain matin, on prépare. C'est toujours comme ça, on fait. On commence ce soir et c'est demain matin, on commence à le faire. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas le riz. On va laisser l'écart dans ça, non. Peut-être toi-même, tu es fatigué. C'est ça. Mais pour le maïs aussi,
Tu peux commencer le même jour, le matin, et finir encore le même jour. C'est un peu difficile, mais comme tu es dedans là, tu t'es habitué à ça. Tu t'habitues à ça. D'accord. Alors, Ruth, si tu permets, Oui. on va encore une fois partir donc avec l'élément vidéo de Madame Mensan, dit abloto naturel. Notre abloto naturel qui est avec nous donc sur ce plateau, qui pratique cette très belle activité depuis 3 ans déjà, et dont elle est fière, dont elle est vraiment très fière. Et donc nous suivons l'élément et nous revenons donc sur ce plateau pour continuer la suite de cette très bel entretien. Voilà. Moelleux, léger, apprécié de tous, Ablo fait partie intégrante de notre patrimoine culturel. Mais derrière cette douceur bien connue, une question se pose. Consommons-nous encore le véritable Ablo naturel? Aujourd'hui, les méthodes modernes ont peu à peu transformé sa préparation. Ajout de sucre, utilisation de sachets plastiques, autant de pratiques qui, loin de respecter la recette ancestrale, soulèvent des interrogations sur notre santé et notre environnement. Face à cela, notre invité du jour a fait un choix, celui de revenir à la base, de préserver l'authenticité de ce mets en privilégiant une recette naturelle et saine. Un engagement fort, non seulement pour la santé des consommateurs, mais aussi pour la transmission de savoir-faire ancestral. L'ablo naturel n'est pas juste un aliment, c'est une histoire, une culture, un héritage à protéger. Madame Messan Kokwe, plus connue sous le nom d'Ablo naturel, nous dévoile dans la pause du cœur ses secrets et nous parle de son engagement pour la santé alimentaire. Voilà, nous sommes donc de retour sur ce plateau avec Madame Mensan, dit abloto naturel, qui est avec nous ce matin, qui nous parle donc de son parcours. Comment elle a commencé cette très belle activité? Comment ça se passe au quotidien? Comment elle le vit? Qu'est-ce qu'il faut faire donc, pour encore exceller dans cette activité-là? Alors, Madame Mensan, il y a certainement une jeune dame qui nous regarde actuellement et qui souhaiterait quand même vous emboîter le pas. Peut-être qu'elle a envie, elle a toujours eu envie de faire cette activité-là, du commerce de Ablo ou peut-être d'une autre nourriture, mais qui hésite encore à se lancer. Avec votre expérience aujourd'hui, quels sont ces mots d'encouragement-là que vous pouvez dire à cette jeune fille, à votre petite sœur qui est en train de vous suivre actuellement? Tout ce que je peux dire à une sœur actuellement, c'est que d'enlever la honte en lui, d'avoir la maîtrise de soi. Parce qu'avec la maîtrise de soi, tu peux faire tout ce que tu veux. Et de persévérer, c'est fini. Parce que si tu persévères, tout ce que tu veux là, tu vas trouver dedans. Tu vas payer terrain dedans, tu vas construire dedans, tu vas payer voiture dedans. Parce que c'est une nourriture vraiment que tu peux avoir 10 enfants, tu vas les mettre à l'école. C'est un héritage que Dieu nous a donné. C'est ça. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut trouver abloto naturel à Lomé? Et est-ce que vous êtes dans d'autres secteurs ou bien dans d'autres localités à part où vous êtes? Et si on aimerait avoir les contacts, on veut commander, comment est-ce qu'on peut véritablement vous joindre? Abloto naturel se trouve à Didogomé, sur la route de la Pampa. Vous allez dépasser la pharmacie Epiphania. Il y a un carrefour là-bas, on l'appelle Carrefour Adi. Arrivé à Carrefour Adi, on demande après l'école la voie numéro 3. Arrivé à l'école la voie numéro 3, on peut m'appeler. C'est tout près. Oui. Le numéro? Le numéro, c'est le 91 24 36 94. Plus 228 91 24 36 94. Vous allez trouver abloto naturel. Et si on veut donc commander pour les grandes réjouissances, les mariages, pour un anniversaire, tout ça là, donc n'hésitez pas à passer vos commandes comme vous le voyez donc sur le numéro qui s'affiche à l'écran, voilà, chers téléspectateurs. Alors il y a quand même une discussion qui se fait souvent. On dit le ablo, la recette traditionnelle vient du Ghana. Certains disent que ça vient d'Aného. D'autres encore disent que non, ça vient de Balimé. D'autres disent du Bénin. Ça vient du Bénin. Alors, est-ce que vous avez une histoire par rapport à ça ou est-ce que vous pouvez nous éclairer donc sur la question? D'où vient le ablo?
cas, ce que moi je sais, c'est que Ablo, là, ce que moi je sais, c'est que Ablo, ça vient d'Anéro. Si les gens disent ça vient du Ghana, je vais dire oui, parce que le Ghana, les gens d'Anéro se sont installés aussi au Ghana. Eux aussi peuvent préparer ça là-bas. Même au Bénin, à Komé, il y a Ablo là-bas. Vous voyez un peu. Donc, c'est à peu près ça. Donc, on pense juste qu'en fait, c'est le repas africain. Voilà, c'est un repas africain, oui. Apprécié, un peu comme on a le com, d'autres appellent le donkounou. Voilà. Au niveau donc du Bénin, exactement. D'accord, merci beaucoup à vous, Madame Mensang, d'avoir accepté l'invitation de la pause pour nous parler un peu de votre activité, de nous donner également des informations que nous n'avons pas forcément sur ce domaine-là. Et nous vous souhaitons en tout cas beaucoup de réussite dans votre entreprise et on espère quand même que toutes ces personnes-là qui sont également dans la vente du Ablo vont emboîter votre pas en étant surtout dans le naturel de ce produit-là. Et à tous ces téléspectateurs qui aimeraient donc avoir plus d'informations ou bien commander du Ablo naturel pour vos événements, pour vos réjouissances, le numéro est juste sur la vidéo que nous diffusons. Merci une fois encore. Alors maintenant, nous allons marquer une pause. Mais quand on va revenir, il y a un sujet, c'est de savoir, est-ce que la femme est obligée de savoir cuisiner avant de se marier? Vous allez donc respirer un tout petit peu et quand on va revenir, l'équipe du débat sera avec nous sur ce plateau et on va véritablement débattre. Moi, je reste sur ma position. On n'est pas obligé de savoir cuisiner. À tout à l'heure. Moelleux, léger, apprécié de tous, Ablo fait partie intégrante de notre patrimoine culturel. Mais derrière cette douceur bien connue, une question se pose. Consommons-nous encore le véritable Ablo naturel? Aujourd'hui, les méthodes modernes ont peu à peu transformé sa préparation. Ajout de sucre, utilisation de sachets plastiques, autant de pratiques qui, loin de respecter la recette ancestrale, soulèvent des interrogations sur notre santé et notre environnement. Face à cela, notre invité du jour a fait un choix, celui de revenir à la base, de préserver l'authenticité de ce mets en privilégiant une recette naturelle et saine. Un engagement fort, non seulement pour la santé des consommateurs, mais aussi pour la transmission de savoir-faire ancestral. L'Ablo naturel n'est pas juste un aliment, c'est une histoire, une culture, un héritage à protéger. Madame Messan Kokwe, plus connue sous le nom d'Ablo naturel, nous dévoile dans la pause du cœur ses secrets et nous parle de son engagement pour la santé alimentaire. Parce que le sourire de votre bébé mérite le meilleur, découvrez Karelcha, la couche qui allie confort et protection. Grâce à sa technologie ultra absorbante, elle garde votre bébé au sec pendant 12 heures de jour comme de nuit. Facile à enfiler, douce pour sa peau, elle lui offre une liberté totale de mouvement sans irritation. Une protection optimale, un prix accessible. Karelja, c'est l'assurance d'un quotidien serein. Karelja, pour le confort de nos bébés. Merci de nous suivre donc dans cette émission, c'est la pause sur la télévision nationale. C'était la première partie de cette émission donc qui a été consacrée à notre invité qui est donc dans la production et la commercialisation du Ablo, mais du Ablo naturel. Deuxième partie de cette émission, nous allons donc débattre sur la question de l'obligation d'une femme de savoir cuisiner avant donc de rentrer au foyer. Et pour cette émission spéciale, nous serons rejoints sur ce plateau par Maman Suzanne et Monsieur Sagat, qui, je suis sûre, auront des avis qui vont quand même donner du goût à cette émission, à ce débat. On va les recevoir tous ensemble
en musique. Bienvenue, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Sagat et ma chère maman, encore très rayonnante ce matin, rayonnante de joie, d'amour, de bonheur. Bonjour maman. Bonjour, comment tu vas? Ça va super bien. La journée a bien commencé, la semaine ça va? Oh oui, tout va bien, par la grâce de Dieu. Super. Monsieur Sagat. Cher jeune. En forme? Très en forme. Le charisme. Je fais comme toi. Alors, bienvenue. Nous sommes donc avec notre invitée, Madame Menson, qui est commerçante donc, du Hablo, notre Habloto naturel. Et vous avez donc suivi avec intérêt tout à l'heure donc son parcours et comment elle pratique aujourd'hui cette activité. Et quand même, une question se pose aujourd'hui sur la femme et son rôle de, entre guillemets, de cuisinière dans le foyer. Faut-il aujourd'hui qu'une femme ait l'obligation de savoir cuisiner avant d'aller dans un foyer? Alors, avant de vous donner donc la parole, nous avons promené notre micro et on a eu des avis de certaines personnes sur la question de savoir si la femme doit obligatoirement savoir cuisiner avant de se marier. Et donc, si la régie est avec nous, on va suivre l'élément et les avis donc, de ces personnes-là. Possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que moi, en tant qu'homme, la femme doit prendre soin de moi au côté cuisine, ce qui va avec. Ne serait-ce que ça, au moins. Je ne peux pas aller dans votre activité parce que grâce par rapport à mon éducation, ça ne me permet pas de partir dans votre foyer sans savoir cuisiner, sans savoir rien faire. Je me dis, mon mari ne peut pas rentrer du bureau et je vais m'asseoir, le regarder. Non, allons payer. Donc ça ne peut pas se faire. Selon moi, pour entrer dans un foyer, il faut savoir préparer. Parce que pour la femme, préparer, c'est la base. C'est depuis l'enfance que l'on apprend à préparer. Donc, c'est vraiment nécessaire pour un foyer. Et elle peut ne pas savoir le faire, mais quand même, moi, je pense que c'est la base, quoi. Mais si nous sommes en couple, je constate. C'est comment je l'aime, la manière de faire. Je crois que la femme, là, elle ne sait pas faire. C'est mon devoir de l'enseigner. Parce que moi, je sais faire la cuisine. Je suis prêt à côté de ma maman. Je travaille tout le temps avec ma maman. Je cuisine avec ma maman. Pourquoi ne pas apprendre aussi à ma femme, comme je l'aime, la façon de elle se comporte d'elle. Je s'habille de bon grand, donc je suis obligé de l'enseigner pour ne pas avoir honte après. Ouais. Une femme qui ne sait pas faire la cuisine, c'est une honte pour moi et pour mon foyer. Et pour la famille aussi également. Parce que mes amis, mes frères aussi, mes tantes viendront ici pour me rendre visite. Tout ça là, ça fait partie. Donc ça, c'est un devoir pour moi. Je l'apprends à faire la sauce, à faire quoi aussi, à faire la pâte, de tout autre chose. C'est là ça arrive. Et la femme qui ne sait pas faire, une femme qui n'est pas connue de sa maman, comment tu veux savoir tout ça là? Si vous êtes, tu prends, tu prêt. Que ta maman, tu dois savoir comment faire une cuisine. Regardons par exemple, aujourd'hui les jeunes filles ne restent plus avec leur maman. Nombreuses des jeunes filles ne savent pas faire la cuisine parce qu'elles ne sont pas à côté de leur maman, au lieu de leur tuteur. C'est là le mal. Ouais. Voilà, je m'arrête là. Si la votre question, elle sera la question. Et voilà, donc les avis sont partagés par-ci par-là. D'autres sont quand même plus souples, d'autres sont très radicaux. Et des radicaux, je sais qu'il y en aura sur ce plateau. Voilà. Alors, je donne la parole à mon alter ego, Monsieur Sagat. Alors,
Mon cher jeune, permets s'il te plaît qu'on puisse écouter le cœur d'une reine par rapport à ce sujet. Maman Suzanne, qu'est-ce que vous en pensez? Je me passe la parole. Nous avons entendu les uns et les autres, mais je pense que chez nous, en tant qu'Africains, en tant que Togolais, que la femme sache faire la cuisine est primordial. La femme doit savoir faire la cuisine. C'est elle qui sera la maman de la maison. C'est elle qui est le ministre de l'Intérieur. C'est elle qui s'occupe du ventre de son mari et de celui de ses enfants. Même si on sort pour aller manger dehors, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas tout le temps. On peut s'offrir un restaurant, une belle sortie, mais ce n'est pas tout le temps. Donc, la femme doit savoir faire la cuisine. Elle doit connaître vraiment le minimum qu'un Togolais puisse manger. Et en plus, ce que j'ajouterais, c'est que tu peux être du Sud et tu vas te marier à un monsieur du Nord. Il faut, en plus de ce que tu sais faire au Sud, apprendre à faire les repas du Nord aussi, pour faire plaisir à ton mari. Parce que lui, il est habitué à ça. Il est habitué à ça. Voilà. Et ça va forcément lui manquer. Alors, moi, je pense que je vais pouvoir recentrer le débat. Le débat, il est simple, en fait. Est-ce qu'une femme doit obligatoirement savoir préparer avant de pouvoir se marier? C'est archi faux, en fait. Ça peut jamais. Merci beaucoup, Sagat. Ça peut jamais être une obligation. En fait, merci, Sagat. Voyez-vous, lorsque le génie créateur de l'homme a créé l'homme, il n'a pas mis fonction cuisine dans le corps d'une femme, en fait. On sait que la femme doit régler, la femme doit porter les enfants. Ça, c'est obligatoire pour elle. C'est-à-dire, c'est inné, c'est intrinsèque. Mais la cuisine, non. Aujourd'hui, le monde a tellement évolué que ce qui était en 1960 n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tu retrouves des femmes qui sont architectes. Je te prends le cas d'une femme qui s'appelle Zaha Hadid. C'est une femme, c'est l'une des plus grandes architectes. Une personne comme ça qui est tout le temps au cabinet. Tu demandes à cette personne de pouvoir apprendre à faire la cuisine. Qui va pouvoir construire les villes à sa place? Quelle est sa mission de vie? Ça aussi, il faut comprendre. Bien ça sûr. Aussi. Tu vois, moi, je suis totalement pas d'accord qu'on puisse me dire qu'une femme puisse être en mesure de pouvoir obligatoirement savoir préparer avant de se marier. Moi, je te partage la sagesse de ma mère. C'est que moi, je déteste laver les habits. Alors, sincèrement, c'est quelque chose que j'ai toujours détesté depuis tout petit. Et ma mère, sachant ça, obligée à la ménagère de me laisser laver mes habits, en fait. On lavait pour tout le monde, sauf les miens. Et un jour, j'ai dit à ma mère, tu sais quoi, maman, moi, je vais très vite me marier. Je vais très vite me marier, comme ça, ma femme va commencer à me laver les habits. Ma mère m'a dit, mais écoute, Sagat, si tu veux vite te marier pour que ta femme puisse te laver les habits, moi, je pense qu'on peut faire des économies. Avec cet argent que tu as dépensé pour le mariage, on va t'acheter une machine. Elle m'a dit, en fait, ce n'est pas le rôle d'une femme. Dans la tête de beaucoup d'hommes, quand je vais me marier, ma femme va me laver les habits. Quand je vais me marier, ma femme va me faire la cuisine. Voilà. Et ça, c'est une mentalité, en fait, de petitesse et de pauvre, en réalité. Pourquoi? Parce que si toi, tu es dur quand même. C'est dur. Non, mais c'est la vérité. Eugène, tu es multimilliardaire. OK? D'accord? Est-ce que tu penses que ta femme est obligée de faire ce genre de choses? On peut être multimilliardaire et faire la cuisine. J'arrive, on peut être multimilliardaire et faire la cuisine. On peut être ingénieur et faire la cuisine. Ça veut dire que je ne laisse pas mon bureau pour venir faire la cuisine à midi pile. Mais quand je suis à la maison, je sais quand même le faire. J'ai mon avis sur la question, mais je veux quand même qu'il puisse aller au bout de son idée, parce que il y a quand même une grande part de vérité dans ce qu'il dit. Et je veux qu'il aille au bout de son idée. Pourquoi il y a quand même une grande part de vérité? Il y a une grande part de vérité dans ce qu'il dit. Et ça s'applique à certains cas et à d'autres cas où ça ne l'est pas. Monsieur Sagat? Donc, moi, tu es multimilliardaire et tout. Donc, automatiquement, ta femme aussi, elle a des business pour toi qu'elle gère, en fait. Elle est amenée à se déplacer parce que jamais quelqu'un prendra avec un soin chirurgical tes affaires, en fait. Et donc, ta femme le fait. Tu ne vas pas l'exiger, après tout ça, revenir encore faire la cuisine. Si quelque part, il y a quelqu'un qui peut faire ce travail-là pour toi. Et puis, rassure-toi, et ça, c'est une expérience prouvée, hein. Les meilleurs cuisiniers au monde, ce sont les hommes. Ce sont les hommes.
Alors, merci d'avoir recentré le débat et je vais faire pareil. La question, c'est de savoir, est-ce qu'une femme doit savoir obligatoirement cuisiner avant de se marier? C'est la question. Parce que si la femme ne sait pas, selon la question, si la femme ne sait pas cuisiner, elle n'a pas droit au mariage. Donc, c'est la question si on veut reformuler. Donc, si aujourd'hui, il y a une jeune fille qui peut-être par rapport à son milieu ne sait pas cuisiner, elle n'a pas le droit au mariage? Alors, bon, je dirais non. Recentrer le débat dans ce sens où je disais que la question c'est est-ce qu'elle doit savoir obligatoirement cuisiner avant de se marier? La question n'est pas est-ce que la femme doit obligatoirement cuisiner tous les jours? Parce que je suis multimilliardaire, vous ne le savez peut-être pas. Tu nous informes, hein? En tant que peut-être homme marié, je peux avoir beaucoup d'activités à gérer, ainsi que ma femme, et je peux avoir certaines choses à lui confier. Madame gère ça, madame gère ça. Tous deux, on rentre fatigué. Ça va être compliqué que l'un d'entre nous aille à la cuisine pour préparer pour tout le monde. Mais quand même, en tant qu'homme, il reste quand même évident qu'à des moments précis, je veux que ma femme me fasse quelque chose. Je veux que, ne serait-ce qu'une simple omelette, je veux que ma femme puisse me le faire. On ne refuse pas, Voilà. on ne dit pas que la femme ne doit pas savoir cuisiner. Mais c'est dans la manière où on dit que toi, si tu ne sais pas cuisiner en tant que femme, tu es une honte pour la société. Moi, je ne suis pas d'accord dans la mesure où... Attends, je ne suis pas d'accord dans la mesure où on va dire à une fille qui peut-être n'a pas grandi avec ses parents, une orpheline qui était dans des foyers de gauche à droite, dans des orphelinats, ou une fille qui était seule et qui cherchait à manger dans les rues, ou bien on ne sait pas. Mais la fille là va se dire « Ah, je ne sais pas cuisiner, donc je ne pourrais pas me marier » ou elle trouve un homme qui veut l'épouser, mais l'homme se dit bah, « Tu as toutes les qualités d'une femme, mais tu ne sais pas cuisiner, donc tu n'es pas une femme. » Tu n'es pas complète. Je me dis que ce n'est pas... C'est réducteur, en fait. Voilà, c'est réducteur. On ne doit pas mettre l'obligation. Moi, je ne refuse pas que la femme ne doit pas savoir cuisiner. Selon la société, c'est la femme. Sagat vient de le dire. L'obligation de la femme, c'est que la femme a l'obligation de donner naissance à un enfant. Et c'est quand tu n'y arrives pas, c'est là... Ça non plus... Non, attendez, je vais développer, maman Suzanne. Attendez, je vais développer parce que selon la nature biologique de la femme, la femme est conçue pour donner naissance. Donc, obligatoirement, quand une femme naît, on s'attend à ce que quand elle se marie, elle puisse procréer. Mais bon, on a également la nature, la femme qui est peut-être stérile, qui a des complications. Là, on peut comprendre. Mais quand une femme naît, quand un homme naît, on sait qu'il doit enfanter. On sait que la femme, elle doit enfanter. Mais de là à dire à une femme que tu dois savoir cuisiner obligatoirement. Tu sais, si qui était là, on allait te dire, tu prends une bière. Non, chez nous, c'est comme ça. Non, maman Suzanne. Oui, c'est comme ça. Et puis tout le monde n'est pas multimilliardaire. Non, maman Suzanne. Oui, tout le monde n'est pas Combien d'ailleurs? Justement, en fait, moi, le problème, c'est que je veux vraiment casser ces paradigmes-là. Tu vas voir, il y a des hommes aujourd'hui, ils rentrent à la maison à 17h, sa femme rentre à 22h30, il attend que sa femme puisse venir faire la cuisine pour que lui mange. Oui, mais ça non plus, c'est pas bien. Justement, ce n'est pas normal, maman Suzanne, en fait. On voit ça. Oui, ok. C'est vrai. Dans la plupart des foyers, c'est ce qui se passe. Oui. Mais ce n'est pas bien. Justement, c'est parce que vous avez... C'est pas une bonne chose parce que vous avez cautionné. Non, en fait, ce n'est pas une bonne chose parce que vous, en tant que mère, ok, vous avez dit à vos garçons que leurs femmes doivent obligatoirement, en fait, faire la cuisine. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, même quand tu vas dans des dortoirs des enfants et des étudiants, mais c'est une catastrophe. Regarde comment ils sont sales. Parce qu'ils se disent, non, une fois qu'il va se marier, et c'est le même comportement en fait qu'ils ramènent au mariage. Si tu leur fais comprendre que non, ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un de pouvoir ranger tes linges, ranger tes caleçons, faire ta cuisine, il apprend, il se programme comme ça. Il y a Madame Coco qui, depuis... Je suis d'accord avec toi. Les hommes, ils ont aussi besoin d'enseignement pour le mariage. Je suis d'accord. Obligatoire au moment même. Mais... la femme, elle doit savoir préparer. Elle doit savoir préparer, mais pas obligatoire. Parce qu'en fait, même dans le jeu de la séduction... Moi, je sais préparer, mais ce n'est pas tous les jours que je vais à la cuisine. Exactement. Il y a des femmes qui ont besoin de se faire aider à la maison parce que ce qu'elle fait dans sa vie active ne lui permet pas de s'asseoir derrière le fourneau tout le temps. Bon, moi, par exemple,
Je ne vais pas à la cuisine tous les jours. Mais je sais cuisiner, je sais très bien cuisiner. Depuis, nous sommes en train de débattre. Il y a Madame Coco à l'automne naturel qui aimerait également ajouter quelque chose par rapport à la question. Mais moi, ma question, c'est que la femme doit savoir cuisiner. Ça, c'est une bonne chose. Mais si vous êtes au foyer, il faut qu'on s'entraide. Tout le monde peut faire un peu. C'est ça. C'est pas de laisser que c'est la femme qui doit faire ça. Et non. Toi aussi, l'homme, si la femme est un peu occupée, toi aussi, tu peux faire quelque chose en attendant que la femme ne revienne. Vous voyez un peu. Donc, ce que moi, je peux dire là-bas, c'est que de s'entraider. Dans une foyer, là, il faut s'entraider. C'est ça. Et puis, tout va bien. Et c'est là que je rejoins un peu le sujet de M. Saget, c'est que c'est peut-être l'éducation qui a été, je ne dirais pas faussée, je n'irai pas jusqu'à dire faussée, je n'ai pas la prétention de le faire, mais de dire qu'elle a été un peu biaisée. C'est-à-dire, on pensait à bien faire, et dans nos cultures, c'est que c'est madame qui est la garante, c'est-à-dire, elle est le watchman de la maison, elle est le cuisinier de la maison, elle est le gardien des enfants, c'est-à-dire, le monsieur, son rôle, c'est de ramener de quoi pouvoir survivre à la maison et tout le reste, il s'en désengage, même jusqu'à l'éducation. Et c'est quand peut-être c'est chaud, quand on a recours à papa qui doit venir crier, taper du poing sur la table, sinon tout le reste du temps, c'est maman. Et en fait, ça ramène donc à une question de quelle information on donne à nos jeunes garçons. On a un garçon et une fille à la maison. Peut-être le garçon est le grand frère ou c'est lui le petit frère, mais on ne les traite pas de la même manière. Quand le garçon, il rentre de l'école, on lui dit, va te laver, va prendre tes cahiers. Limite, on lui dit, OK, bon, tu as le droit à 30 minutes de dessin animé, après tu prends tes cahiers. Mais la fille, on lui dit, va déposer ton sac, peut-être, va prendre ta douche, mais systématiquement, le deuxième acte, c'est va à la cuisine, va aider, ou bien va puiser de l'eau pour qu'on puisse faire la cuisine. C'est des petites actions qui sont faites, mais de façon très inconsciente. Et ça forge donc les adultes de demain, malheureusement, qui grandissent donc avec des préjugés, des a priori. Alors, avant de poursuivre, il y a les téléspectateurs qui envoient tout plein de messages par ici. Ça va barder. Alors, un message qui dit « Bonjour, selon moi, la capacité à cuisiner n'est pas une condition préalable pour entrer dans un foyer. Les rôles au sein d'un foyer ou d'une famille évoluent et se construisent selon les préférences et donc les compétences de chacun. La cuisine peut être apprise à tout moment et l'essentiel est d'entretenir un climat de partage, de respect et de communication. Chaque foyer est unique et il n'existe pas de modèle unique quant aux compétences requises avant de rentrer dans un foyer. » Un autre message qui dit « Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour moi, il est obligatoire à la femme de savoir cuisiner avant d'aller au mariage. Je suis Laurence, moi je connais un ancien ministre et pour sa femme aussi, entre-temps, ministre qui, elle sait cuisiner, elle cuisine surtout les dimanches. Si ce n'est pas obligatoire, c'est qu'elle ne peut pas le faire aujourd'hui. Voilà. Bon, on a compris le message. Elle est pour le fait que la femme doit savoir cuisiner avant de rentrer dans un foyer. Un autre message qui dit « La question aurait son sens si on enlevait le mot obligatoirement. » OK, on a compris. Un autre message qui dit « Bonjour, pour moi, c'est obligatoire que la femme sache cuisiner. » Un autre message qui dit « Avec la pause et la joie aussi, pour ce débat, moi personnellement, je dirais au moins, il faudrait connaître les bases de la cuisine. » C'est Emmanuel depuis Atakpamé. Un autre message qui nous vient de Ketao qui dit qu'elle ne se plaint pas que la bonne a pris son mari. Alors, ça va m'amener à poser une autre question à Maman Suzanne et puis à Madame Kokwe. Alors, est-ce que le fait qu'une femme sache cuisiner avant de se marier garantit forcément un foyer réussi, un bon foyer? Elle peut savoir cuisiner, mais ça ne va pas marcher. Elle ne peut pas savoir cuisiner, ça va marcher. Est-ce que le fait de savoir cuisiner garantit un foyer stable, un foyer heureux? Parce que vous dites que la femme doit obligatoirement savoir cuisiner avant de se marier. Maman Suzanne. Pour la réussite du mariage, il y a un tout. Il y a un tout. L'amour ne suffit pas,
La sexualité ne suffit pas, le respect en lui seul ne suffit pas, et savoir cuisiner en lui seul ne suffit pas. Il faut un tout. On connaît des femmes cordon bleu qui, leur foyer, ça n'a pas réussi. Dans leur foyer. Donc, il faut tout. C'est un tout. Il faut savoir, il faut jongler sur tout, quoi. Sagat? Madame? Moi, je peux dire, tu peux savoir cuisiner, tu peux tout faire. Tu peux savoir cuisiner, tu peux tout faire. Mais le reste, c'est la volonté de Dieu, la grâce de Dieu. C'est ça qui accompagne dans le mariage. Tu peux être belle, tu peux tout faire. Si la volonté de Dieu n'existe pas là, tout peut se gâter. Sagat? Moi, je pense que les dames ont tout dit. Hein. Parce qu'il n'y a aucune condition qui fera en sorte que tu puisses maintenir ton foyer si ce n'est pas la volonté des deux partenaires. Je ne suis pas trop pour la volonté de Dieu, mais la volonté humaine. Tu peux cuisiner comme tu veux. Si l'homme ne te veut pas, il ne te vaudra jamais, en fait. On est d'accord. Donc, voilà. Ça, c'est mon avis par rapport à ça. Tout comme la cuisine, justement, c'est qu'il y a des éléments. La sauce d'ademais ne se fait pas qu'avec des feuilles d'ademais. Il y a du sel, il y a du langhouin, il y a du piment, il y a ceci, il y a cela. C'est tout un ensemble, comme maman Suzanne le dit. Tu disais? Alors, on venait juste de dire que le savoir cuisiner ne garantit pas forcément un bon foyer. Mais est-ce qu'une femme qui ne sait pas cuisiner est une mauvaise femme? Parce qu'on met souvent l'accent sur elle doit savoir cuisiner, une femme, une bonne femme. On l'a vu également dans le micro-trottoir, un homme qui disait qu'une femme qui ne sait pas cuisiner fait la honte du foyer et tout. Est-ce qu'une femme qui ne sait pas cuisiner est une mauvaise femme? Pour les traditionalistes, c'est une mauvaise femme. Pour ceux qui sont ancrés dans nos traditions, quand belle-maman vient, elle dit « fais-moi foufou ». Oh, gna gna foufou, oh, lo. Grand-maman, gna gna foufou, totolo. Elle va dire à son mari « fais avec deux goudrons sous ». Pourquoi dans la fille bien pour nous va dire non totonade. Donc pour certaines familles, si tu ne sais pas cuisiner, c'est pas possible pour toi de rester dans la famille eux. Voilà. Et bon, donc ça dépend. Il y a des gens qui ont changé de mentalité, ils peuvent faire avec. Bon, la belle famille même peut dire, bon, comme tu ne sais pas cuisiner, moi je viens t'aider aujourd'hui. Donc ça dépend des gens parmi lesquels tu tombes. Et le monsieur dans l'interview disait que quand même, lui qui sait déjà cuisiner, il va quand même apprendre à sa femme à le faire si toutefois elle a la volonté pour apprendre. Je pense que Sagat voulait intervenir. Oui, justement. En fait, quand tu écoutes le monsieur, si tu arrives à décrypter, pour lui, en fait, la cuisine n'est pas une obligation. La cuisine est un moment d'amour, est une continuité, en fait, de leur rapport, en fait. L'apprendre, c'est un moment de partage, mais c'est pas un truc pour pouvoir maintenir la famille et tout. Et moi, je crois que les gens qui pensent qu'une femme doit obligatoirement savoir cuisiner avant de se marier, ils ont une mentalité anachronique. Parce que celui qui te disait ça dans les années dépassées là, est une personne qui avait les moyens pour pouvoir supporter financièrement toute la famille. Et aujourd'hui, l'expérience a prouvé que beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, leur salaire ne suffit pas en fait. La femme parfois ramène plus que l'homme. Mais vous demandez encore à la femme, en fait vous avez le culot de demander encore à cette femme de faire le rôle normalement que vous êtes censé faire en fait. Moi j'ai été choqué quand j'ai vu une dame. La dame a un salon de coiffure, des biceps qu'elle vend, ce genre de choses et tout. Et elle venait à peine d'accoucher. Mais puisque le salaire de l'homme ne suffit pas, elle était obligée d'emmener l'enfant avec elle au salon. Et du coup, l'enfant dérangeait tellement, et c'était la période des fêtes, on demande à l'homme, puisqu'il ne faisait rien, de prendre l'enfant. Il dit non, lui, ce n'est pas son problème. C'est le travail de sa femme, en fait. En fait, on doit comprendre que ces mentalités-là, sont révolus, où on assigne à une femme la tâche de la gestion de la maison, nettoyer la maison. Non, c'est révolu, Eugène. Si tu as la possibilité de le faire, fais-le. Ok? Est-ce que ça te ferait plaisir de voir pendant ce temps que tu as croisé les pieds, que ton père a croisé les pieds, que ta mère est en train de se tuer à la tâche, pendant ce temps que ton père peut l'aider tout simplement? Ça te ferait plaisir de voir ton père aider, tu vois un peu. Donc, essayons de traiter nos partenaires
comme on aurait aimé que nos mères soient traitées, en fait. Et moi, je suis persuadé pour ma part que j'aurais aimé pour ma mère, ou j'aimerais pour ma mère, un homme qui soit en mesure d'être son épaule, d'être son soutien, en fait. Pas un homme qui a des critériums prédéfinis que ça, je ne peux jamais faire ça et que c'est toi qui dois le faire obligatoirement, même quand l'homme a des compétences requises pour pouvoir le faire, en fait. Je pense que cette question même, donc, dans cette obligation-là, on mènerait à poser une question à l'autre partie, à l'homme. Est-ce qu'un homme doit obligatoirement être capable de prendre soin de sa famille à 100% avant de se marier? Parce que c'est ça aussi. Voilà. Si je suis capable de prendre à 100%, même à 1000% les besoins de ma famille, je peux prétendre à un certain nombre de choses. Mais si je ne peux peut-être que... Parce qu'il y a des foyers aujourd'hui, on voit comme ça, on dit, bon, moi je m'occupe du loyer et de la scolarité des enfants. Madame, tout ce qui est la cuisine, c'est ton rôle, tu gères, c'est-à-dire les emplettes, c'est toi qui les fais, la popote, c'est à ta charge. Voilà. Donc à partir du moment où on demande quand même à la femme de participer à ce qui est, comme on doit le dire aussi, obligatoirement le rôle de l'homme, c'est-à-dire que chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin pour essayer de faire cette façon, c'est 2 poids 2 mesures finalement. Alors, nous allons poursuivre avec quelques messages. Il y a un monsieur qui nous suit depuis le Bénin qui dit « Pour moi, ma femme doit savoir obligatoirement cuisiner avant de se marier, mais forcément pas tout connaître, mais le minimum par respect pour son foyer. » Un autre message qui nous dit « Non, une femme n'est pas obligée de savoir cuisiner. La cuisine n'est pas une compétence liée au genre, mais plutôt une capacité utile pour toute personne souhaitant être autonome. Ce qui compte vraiment, la répartition des tâches dans un couple ou une famille doit être basée sur la compréhension et l'entraide. Un homme aussi peut cuisiner et partager les responsabilités domestiques. La cuisine est une compétence pratique, mais pas une obligation spécifique aux femmes. Conclusion. Une femme peut savoir cuisiner si elle le souhaite, mais ce n'est pas en aucun cas une obligation. L'essentiel est de partager les responsabilités et d'avoir un bon équilibre dans le foyer au quotidien. Landry, depuis Cara, merci beaucoup pour ce message. Une autre personne qui dit le débat est assez intéressant. Moi, c'est Émile Zola. La cuisine n'est pas obligatoire, mais c'est important. Il faut qu'elle connaisse les bases de la cuisine. Alors, ce qui m'emmène à poser une autre question aux femmes de ce plateau également à Sagat. On dit que la femme doit obligatoirement savoir cuisiner avant de se marier. Est-ce que l'homme également n'est pas obligé de savoir cuisiner? Si la femme est obligée, et l'homme alors? Il est obligé, il a l'obligation de quoi dans le foyer? Oui, je me dis qu'il est obligé aussi de savoir cuisiner. Et un beau jour, madame peut tomber malade. Et madame peut avoir d'autres obligations qui font qu'elle ne pourra pas être à la maison pour cuisiner. Bon, si monsieur est là, et si sait le faire, ce serait une bonne chose pour la famille. Voilà, donc c'est bon aussi que monsieur sache préparer, c'est bon. Et puis, ça fait vraiment plaisir aux dames. Si monsieur sait cuisiner. Oui, si monsieur sait cuisiner. Ça fait énormément plaisir aux dames. Et je pense que maman a dit quelque chose d'essentiel, c'est le plaisir. Obligé ou pas des deux côtés, on doit quand même savoir que ce sont des petites attentions qui font toujours plaisir, qui font toujours chaud au cœur. De savoir quand même qu'aujourd'hui, connaissant les obligations, les occupations de ma femme, aujourd'hui quand même, elle a fait l'effort de me faire un petit plat. Même si ce n'est que le dessert qu'elle a pu me faire, elle a voulu quand même me faire plaisir. Et ça, vraiment, ça peut apporter tellement de lumière, tellement de joie dans un foyer. Et je sais pas si ça vous a rappelé, entre-temps, cette polémique qu'il y avait sur les réseaux sociaux, la place de la femme. Ça avait tellement fait couler de l'encre. Mais en tout cas, on retient quand même que si l'un ou l'autre ne sait pas, l'essentiel, c'est de quand même peut-être avoir la volonté d'apprendre ne serait-ce que les bases pour pouvoir essayer de faire plaisir de temps en temps à son partenaire. Ça fait toujours chaud au cœur. D'accord. Alors, nous sommes donc arrivés à la fin de l'émission. Un dernier mot en 30 secondes de chacun. On commence avec Madame Kokwe. On peut vous laisser 30 secondes. On commence avec Maman Suzanne, on revient vers vous tout à l'heure.
Moi, je dirais qu'aujourd'hui, les filles n'ont vraiment pas, en tout cas la majorité des femmes aujourd'hui, des jeunes femmes aujourd'hui, n'ont pas envie d'apprendre à cuisiner. Les garçons également. Mais les choses sont tellement difficiles que si nous devons manger dehors, ça va être encore plus compliqué pour nous financièrement. C'est ça. Alors faisons l'effort, que ce soit l'homme ou la femme, de savoir faire de petits plats à la maison. Sagat? Moi, j'ai lu un livre très intéressant Oui, qui toujours s'intitule L'obstacle et le chemin. Vois-tu, à chaque fois qu'il y a l'obstacle, en fait, les hommes ont la possibilité de pouvoir briser cet obstacle-là et puis pouvoir évoluer. Si tu rencontres une femme qui ne sait pas faire la cuisine, c'est une bonne chose en fait. Ça te permet de pouvoir gagner beaucoup d'argent, d'avoir un maître cuisinier à la maison et comme ça tu peux te passer de ce service-là. Tu auras juste le temps de pouvoir admirer son corps. Et puis tu vois, elle n'aura même pas à aller transpirer dedans. Elle sera tout le temps fraîche pour toi et tout. Ça, c'est une bonne manière de voir les choses. choses. Tu vois, un peu, voilà. Parce que la cuisine, parfois, ça vieillit un peu trop. Et tu veux la maintenir fraîche, jeune et tout. Et ça t'empêche d'ailleurs d'aller voir dehors. Ça, c'est mon avis. Merci beaucoup. Ok, merci. Un dernier mot. Merci donc d'être passé en mot de fin. Moi, je vais dire à peu près que et grâce à cette émission, nous les mamans, nous les femmes, nous devons commencer à apprendre nos enfants, les garçons ou bien les petits-enfants, que tout le monde peut cuisiner. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. On va se retrouver le mardi prochain pour un autre débat, la pause du cœur. On se retrouve demain pour une émission spéciale santé. On va parler de l'autisme avec Miss Eve. D'ici là, portez-vous bien et si vous êtes à table, bon appétit. Bon appétit, à bientôt.